Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver. Puis c'est pas des mots en général, tu sais, quel plaisir de vous retrouver. T'es un petit peu sur le pilote automatique. Ben non, j'ai vraiment un énorme plaisir à vous retrouver, passer 2 semaines de vacances à rien faire. Vraiment, essentiellement rien faire du tout. Mon Dieu, que ça fait du bien entre les deux oreilles. Lire quasiment du matin jusqu'au soir. Je suis partie en vacances, en voyage pendant 14 jours. J'ai apporté 14 livres. Bon, j'en ai lu 10 ou 12, là, mais ça fait du bien. Pas de chronique dans le journal, pas d'opinion à tout rompre autour de la piscine. Je vous jure que je donnais pas mon opinion sur quoi que ce soit. Ça faisait du bien de se reposer entre les deux oreilles. Et je dois vous avouer aussi que j'ai pris une grande pause des médias sociaux. Et s'il y a une chose que l'année 2024 nous a apprise, c'est à quel point les médias sociaux peuvent être vicieux, peuvent être dangereux, peuvent être intimidants, peuvent être oppressants. Je vous ferai pas la liste de toutes les controverses qu'il y a eu sur les médias sociaux, mais vraiment le fait de débrancher pendant 2 semaines, de plus être Twitter, Facebook, Blue Sky, rien du tout, de ne plus avoir d'existence numérique pendant 2 semaines, ça fait un bien énorme. Et le fait de prendre une pause comme ça pendant 2 semaines, ça fait aussi en sorte qu'on peut réfléchir à ce qu'on a envie de faire et on arrive avec plein de nouvelles idées. Alors, pour la nouvelle saison à Cube, je vous promets une formule différente, une formule avec des valeurs sûres qui reviennent, mais aussi des nouveaux collaborateurs. Tous les jeudis, on va avoir la présence de François Charon, qui est spécialiste justement du numérique. Il va être content de savoir que j'ai pris une pause pendant 2 semaines. Donc, il va être avec nous chaque semaine. Le vendredi, ça va être Patrick de L'Île-Crevier, qui a déjà été chroniqueur à cette émission, que j'apprécie énormément. Il est journaliste aux 7 jours. Il court toutes les premières. Il fait des entrevues avec toutes les vedettes au Québec. C'est un gars d'opinion. Il va être avec nous tous les vendredis pour faire un bilan de la semaine culturelle. Puis tous les gens que vous aimez sont de retour. Isabelle Huot, évidemment, qu'on va avoir plus tard dans l'émission. Marc Boilard, Rémi Villemur, ils seront là. On vous promet des débats, des opinions, mais aussi plein de sujets qui vous intéressent. Et puis, il y a une grande nouveauté, c'est que dans mon émission, maintenant, en chair et en os, il y a Cybèle Olivier, qui est une jeune journaliste. Bonjour Cybèle. Alors Cybèle, journaliste à la recherche ici à Cube. Il y a beaucoup de mes collègues que j'admire et que j'adore. Toi, t'es, je dirais, dans mon top 3, Cybèle, pour pas faire de jaloux ni de jalouse. Alors, je suis très contente que tu sois avec moi à l'émission, Cybèle. Je suis très contente, moi aussi, Sophie, parce que on a fait des chroniques ensemble. Tu m'avais invitée à ton émission l'an dernier et j'avais adoré notre collaboration. Et là, je peux revenir te parler, puis vous parler aussi à tous les jours. Donc, je suis très contente que tu m'estimes au point de t'inviter tous les jours à venir te blablater ça, Sophie. Ah oui, tu vas nous blablater, puis ce sera pas superficiel. T'es une fille d'opinion. Donc, je l'ai dit, t'as 26 ans, mais t'es pas un petit lapin fragile comme quelqu'un que je connais les appelle. Non, je dirais pas ça. Puis, je dirais pas que t'es trop woke non plus. Je dirais à 95% pas woke, mais en même temps, t'es une fille de ta génération, fait que t'es aussi tu baignes dans toutes sortes d'idées et t'as ta propre opinion et c'est pour ça que tu vas être un ajout absolument formidable à cette émission. Alors, quand vous nous écrivez ou quand vous nous appelez ou quand vous envoyez des messages, Cybèle est évidemment là pour être vos yeux et vos oreilles. Et je pense que les gens vont beaucoup réagir avec la première entrevue, Cybèle. Toi et moi, on va beaucoup voir de spectacles d'humour ensemble. J'adore ça. Moi, principalement, ce qui me plaît le plus dans le paysage québécois présentement, c'est le stand-up. Ouais. Donc, je vais particulièrement souvent au Terminal, qui est sur Mont-Royal. J'aime ça voir les nouveaux humoristes qui viennent pratiquer du matériel, qui se trompent, qui vont faire... et eux testent tellement la limite. Tu sais, les humoristes bien ancrés en parlent souvent. Ils disent, tu sais, maintenant, on peut aller à certains endroits, dépendre
dépendamment comment le public réagit, mais c'est dans des moments comme ça, dans les stand-up, que là, t'essayes des affaires des fois, puis j'adore ça. Donc oui, tu me dis ça parce que c'est en lien pas mal avec ce qui s'en vient pour ta première entrevue. Ben oui, parce que donc, toi et moi, on va voir des spectacles. On est allé voir Mike Ward, on est allé voir Mehdi Boussaïdan. On va voir. Puis tu me parlais justement de ta passion pour les jeunes humoristes et justement le fait qu'il y ait des limites des fois qu'on peut pousser plus que dans les trucs officiels. Comme par exemple le Bye Bye cette année. Bon, à part l'apparition d'un certain Richard Martineau, il y a plein de monde qui ont trouvé qu'il était plutôt tranquille le Bye Bye cette année. Mais Martin Petit, lui, a fait sa propre revue de l'année sur X. 500 000 personnes ont visionné. Et toi, comme moi, ça nous a fait plus rire que le Bye Bye. Oui, vraiment, vraiment. Mais je pense que ça fait une couple d'années que le Bye Bye, ils se disent, bon, tu sais, on veut plus être témoin de notre année, on veut faire sourire. Ben, je dirais que j'ai presque à peine souri. Franchement, Sophie, je l'écoutais parce que je dois l'écouter. C'est dommage parce qu'il y a un temps, je me rappelle, je trouvais ça drôle. Il y a un temps, je me souviens, j'étais crampée. Mais là, vraiment, Martin Petit, là, je me tapais dessus. Vraiment, j'écoutais ça hier en cuisinant. Je le revoyais au complet. Puis les blagues sont bonnes. Tu sais, il a fait des blagues sur Donald Trump. Ouais. Je me rappelle m'être dit, sont bonnes les blagues. C'est pas juste un truc cliché, c'est pas juste il va dire bon tu sais c'est donc grave son arrivée, peu importe ce qu'on en pense. Je pense qu'on les a tous entendus les jokes sur Trump. Parce que tu sais moi ma chronique de ce matin dans le Journal de Montréal sur Guillaume le Métivier, je pose la question, je dis Radio-Canada se permet de faire un segment de 2-3 minutes sur Guillaume le Métivier. Ouais. Mais tu sais elles ont toutes été faites, les blagues sur Guillaume le Métivier. Alors, quand tu arrives avec le bye-bye, on s'attend qu'il y ait quelque chose qui soit différent, qui soit éclatant. Cette année, je veux dire, en plus, d'un côté, ils font des blagues sur Guillaume le Métivier, puis de l'autre côté, ils refusent de diffuser une publicité, où Guillaume le Métivier peut se réhabiliter d'une certaine façon parce que Meuble RD l'a pris comme dans leur publicité. Ouais. Donc, d'un côté, tu dis non, Guillaume le Métivier, on veut pas de controverse avec toi, mais en même temps, tu te permets de taper sur lui pendant 2 minutes. C'est un petit peu étrange. C'est vrai. Alors, je suis pas en désaccord avec moi. Je voudrais juste dire en lien avec ça, c'est quand même le bye-bye, c'est des sketchs télé. Faut que chaque blague doit s'installer dans quelque chose de lent. Tandis que l'humour, c'est quand même, tu sais, c'est prémisse punch, où tu sais, il y a un peu plus de construction autour, mais quand t'as l'énergie du monde qui rit devant toi aussi, c'est ça, part, je veux dire, je comprends que ce soit différent. Je m'attends pas du tout à rire de la même manière. Tu sais, je suis capable d'avoir un regard critique sur la différence entre les deux, mais ça reste que Martin Petit, là, un bijou si vous l'avez pas vu. Vraiment un vrai bijou. Alors, on va le recevoir très bientôt. Toi, t'es trop jeune de te souvenir de ça, parce que moi, j'en ai vu plus que toi, des bye-bye, parce que ça fait plus longtemps que toi que je suis sur Terre. Écoute, il y a des blagues, il y a des années, là, où on riait à toutes les blagues du bye-bye. Non, mais même avant le Mire, puis tout ça, tu sais, il y en a eu des trucs. Et il y a des blagues dont on se souvient encore des années après. Honnêtement, cette année, il y a eu des très bonnes blagues, mais des blagues dont on va se souvenir dans 20 ans, je suis pas sûre. Alors, voilà, vous écoutez donc Cube. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On se retrouve tout de suite après la pause. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Vous avez été plus de 500 000 à écouter, regarder la revue de l'année, non pas de Martin Petit, mais d'un humoriste qui se promène avec un masque, un humoriste masqué. On essaye, ça fait des mois qu'on essaye de savoir c'est qui ce gars-là. Oh, je dis un gars, mais c'est peut-être une fille qui se cache derrière l'humoriste masqué. Donc, cet humoriste masqué qui a fait une revue de l'année sur X, anciennement Twitter, et ça cartonne, comme disent les Français. Alors, pour parler à quelqu'un qui connaît bien quand même l'humoriste masqué, Martin Petit est au bout de la ligne. Bonjour, Martin. Ben, je trouvais ça... Ben là... Je trouvais que c'est une belle invitation. Bon. Je me suis dit, pourquoi pas communiquer avec l'humoriste masqué pour qu'il réponde lui-même aux questions de son propre spectacle. Parfait, OK. Alors, c'est non pas Martin Petit, mais bien l'humoriste masqué qu'on a avec nous. Oui. La ressemblance est quand même un petit peu frappante. Mais donc, vous portez un masque, monsieur. Donc, merci beaucoup de... C'est dur à dire. Moi, je pense que le masque fait en sorte que je peux effectivement... Tu sais, il y a plein de rumeurs, là, sur... Est-ce que je suis Lise Dion? Est-ce que je suis Kat Levac? Est-ce que je suis... Guillaume le Métivier, même? Ça me permet de traiter de tous les sujets puisque les gens ne connaissent pas mon identité.
Voilà. Alors, Humoriste masqué, votre revue de l'année fait beaucoup jaser. Donc, je disais 500 000 vues et ça monte et ça monte et ça monte. À un moment donné, ce qu'on aime de cette revue de l'année-là, c'est que tu parles de sujets qui ont été mis de côté, mettons, par le bye-bye. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus dans la controverse. Alors, toutes les affaires dont on n'a pas le droit de parler, le mot en haine, on n'a pas le droit d'en parler, mégenré, on n'a pas le droit d'en parler, les manifestants palestiniens, le bye-bye, on n'a pas parlé, et le fait que, par exemple, dans le milieu artistique, on fait remplir maintenant des questionnaires aux gens pour connaître leur orientation sexuelle. Et je veux qu'on écoute ensemble une blague que tu as faite parce qu'elle est tout à fait appropriée pour aujourd'hui. Quelqu'un que tu connais qui a rempli ce questionnaire-là. Qui que je connais qui a rempli le formulaire, mais il a été honnête. Cette personne-là, il a été honnête. Tu sais, il voulait rester, hein. Il a marqué hétéro. Chris, il l'a marqué hétéro. Même si c'est nuit, mais dans le bas de la page, c'est marqué autre. Il a marqué, sauf que j'encule Justin Trudeau. C'est ça, oui. Faut dire que, parce que je connais des humoristes quand même, c'est pas Martin Petit. Martin Petit, il m'a dit, non, il n'a pas rempli le formulaire, mais la blague est bonne, par exemple. La blague est bonne. La blague est très bonne. Alors, qu'est-ce que tu penses de, justement, ce coup de théâtre d'aujourd'hui de Justin Trudeau qui annonce qu'il démissionne peut-être pas encore tout de suite, mais qui va démissionner, puis qu'en tout cas, bref, Justin Trudeau, il me semble que t'as lancé sur Twitter une super bonne blague, t'as dit, c'est le show de théâtre qui aura coûté le plus cher aux Canadiens. Oui. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est une excellente nouvelle pour... Est-ce que c'est une excellente nouvelle? Excellente nouvelle que quelqu'un d'un camp qui a un poste très important quitte, peu importe, là. Donc oui, c'est une excellente nouvelle, là. Est-ce que ça veut dire que l'avenir va être meilleur à tous? Je sais pas. Mais il était temps que cette personne qui n'a jamais eu les compétences de remplir ce rôle-là quitte. Oui, c'est assez clair, mais encore une fois, tu peux dire ça parce que tu es un humoriste masqué. Est-ce qu'un humoriste pas masqué pourrait parler, par exemple, justement, de sodomiser Justin Trudeau ou pourrait aller aussi loin? Ben, non, je pense que on peut aller jusqu'où on veut pour l'instant, puis ça va très bien, puis c'est un jeu, l'humour, c'est un jeu, c'est une danse entre l'artiste qui fait des jokes et le public qui est dans un état qui varie constamment. Donc, c'est une danse, c'est un tango. Puis, ce que j'aime beaucoup de cet exercice-là que j'ai fait, c'est que j'ai refusé faire ça avec mes propres moyens, sur mon budget à moi. Ça a coûté rien à la société de créer cet événement-là, puis cette revue, ce bye-bye-là, pas coûté une scène à personne d'autre que moi. Et c'est un ballon d'essai pour voir s'il y avait une niche ou un intérêt pour le public de refaire une revue de l'actualité, mais qui est effectivement plus dangereuse du bye-bye. Ouais. C'est pas une critique du bye-bye. Si j'avais à faire le bye-bye demain matin, tu composes avec beaucoup plus de contraintes, puis tu es obligé de négocier un paquet d'affaires. Bien sûr. Là, je me suis dit, c'est quoi la proposition artistique d'un bye-bye où, puisque c'est moi qui le paye, j'ai pas de compte rendu à personne, c'est moi qui l'ai payé, c'est moi qui l'ai fait, je le fais une fois. Donc, c'est quasiment live parce que j'ai pas fait de montage. Je le fais devant le public, puis c'est le public, à chaque fois qu'il rit, qui dit « Oui, je suis d'accord, j'embarque. » Fait que ça devient, après ça, l'œuvre commune de l'artiste puis ce public-là, ce soir-là. Puis là, je l'envoie sur le web, puis les réactions sont majoritairement positives à 99%. Les gens qui commentent disent qu'ils ont adoré ça. Il y a un public pour ça, puis c'est probablement pas un public pour tout le monde, mais ça m'appartient plus après ça, ce succès-là. Ouais. Est-ce que tu es surpris de voir qu'il y ait autant de gens qui ont cliqué sur ta revue de l'année? Parce que 500 000, c'est quand même énorme. Là, quand on sait que le vrai bye-bye, lui, a fait 3 millions de vues, 500 000, c'est quand même énorme. Ben, je me disais juste que c'était un bon temps parce que moi, personnellement, dans le temps des fêtes, j'ai plus de temps que d'habitude.
Fait que des bye-bye, je pourrais en écouter, tu sais, si TVA faisait un bye-bye, je l'écouterais. Si Novo faisait un bye-bye, je l'écouterais lui aussi. J'écouterais 4-5 bye-bye, back-à-back, puis j'aurais sûrement des opinions diverses, puis j'aurais des moments préférés d'un 5 bye-bye qu'on présente. J'ai du temps dans le temps des fêtes. Je me suis dit, les Québécois, ils ont du temps. En général, tu sais, quand il fait moins 25, t'as beau aimer le ski de fond, tu sais, des fois, t'as peut-être moins le goût de sortir. Fait que ça se prend bien. Puis, j'aime l'exercice de faire en humour un rappel de l'actualité parce que on oublie. C'est très dur de se rappeler toute une année, de la mettre en contexte dans notre tête, parce que on se dit, hey gars, faut tout tasser un paquet d'affaires pour accueillir la prochaine puis ce qui s'en vient. Fait qu'avant de tout jeter nos souvenirs, lesquels on garde, pour moi, c'est ça l'exercice, que ce soit le bye-bye, une vue, peu importe, c'est qu'est-ce que ça vaut la peine de garder dans notre cerveau qui est encombré d'un paquet de détails, qu'est-ce qui vaut la peine? Puis des fois, si le gag y colle, c'est parce que le gag a dit quelque chose de vrai, puis que c'était pas faux, puis ça veut dire que ça veut dire que tu continues l'année avec ce que tu penses qui est pertinent. Fait que c'est ça l'exercice d'un bye-bye. Je me suis prêté à ça pour la première fois de ma vie. Puis je suis très content. Puis je suis à l'aise d'annoncer que je vais le refaire l'année prochaine. On a un scoop. Des dates à matin, puis m'en faire un autre parce que j'ai aimé l'exercice. Je me suis senti absolument libre. Encore une fois, parce que je le mets sur le web, puis je le paye. Fait qu'il n'y a personne qui est mon boss. J'ai pas d'avocat. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. C'est entre moi et le public jusqu'à la fin. J'aime l'exercice, fait que je vais en faire un autre l'année prochaine. Bon, on a un scoop. Merci beaucoup, Martin. On adore ça. J'aimerais qu'on en écoute un petit extrait parce que tu as parlé d'un sujet que tout le monde, quand même, a été conscient qu'il y a eu énormément de manifestations pro-palestiniennes ou anti-Israël, dépendant comment tu le vois. Et ça a donné lieu, évidemment, à un événement dont tu parles. On écoute un petit extrait. Malheureusement, il y a une manifestante, son foulard est tombé au même moment où elle faisait tuons tous les Juifs, Hitler est mon idole. Et là, Internet étant ce qu'il est, ça a pris 1 heure pour identifier la femme, sa photo. Et là, on sait où qu'elle travaille. Elle travaille chez Second Cup. Pas n'importe quel Second Cup. Le Second Cup dans l'hôpital juif de Montréal. Leur obsession à se cacher dans les hôpitaux. Et là, Second Cup, évidemment, ont reçu le message. Ça a pris 1 heure. Ils ont eu un meeting. Ils ont fait, on n'accepte pas ça. Ils ont fermé Second Cup. Elle n'est plus franchisée. Second Cup, c'est terminé. Fait 14 mois que personne met de conséquences en ville sur personne. La seule personne qui donne un peu de discipline, Chris, c'est Second Cup. C'est ça, Montréal, le slogan. Bon cop, bad cop, second cop. OK, ça, là... Avec la petite musique à la fin. Ah non, la petite musique, c'est Cybèle Olivier, ma collègue, qui réagit aussi. Parce que Cybèle, toi, ça t'a beaucoup fait rire, ça. Ah, mon Dieu, oui. Mais il y a un autre gag aussi qui t'a fait capoter. Ben ouais, vraiment. Mais tu sais, déjà, là, c'est une blague d'Hitler, puis t'en fais une autre, Martin, qui est Martin Petit, qui est vraiment délicieuse quand tu dis que Hitler, toujours se demander si Hitler serait d'accord quand on fait quelque chose, parce que tu parlais à Outremont que ils ont dit qu'il fallait avoir juste... de faire qu'un enfant par famille. C'est ça, puis tu sais, avant de faire des pamphlets, toujours se demander si Hitler serait d'accord. Ça m'a fait de mourir. Mais ce dont tu parlais, Sophie, que moi, qui m'a fait vraiment rire, parce que on en parle souvent ici, on parle des toilettes non genrées. Tu sais, c'est un sujet quand même récurrent à Cube. Puis Martin nous a proposé la toilette de rêve. Puis il nous explique que c'est des toilettes individuelles, tout le monde est enfermé. Si tu sors de là, il y a personne qui sait si c'est toi qui es allé chier puis ça pue. Mais non seulement ça, tu ressors pas par la même porte que t'es rentré. Il y a un petit passage secret qui fait que quand t'as fini, ben tu sors dans la bibliothèque à l'autre bout, puis ton affaire, c'est fini. Moi, j'adhérerais à ça. Je pense que tout le monde serait heureux avec des toilettes de même. Qu'est-ce que tu penses de ça, Martin? Ta proposition de toilette, elle nous plaît. Ma proposition de toilette, c'est la plus coûteuse toilette de l'histoire des toilettes où t'apparais dans une autre pièce, mais c'est la plus respectueuse des bruits qu'un enfant peut faire et avoir honte. En tout cas, quiconque a déjà vécu ces moments-là de honte, de bruit non voulu dans une toilette, je pense que c'est des traumatismes dont on oublie de parler.
Ouais. Alors ça, c'est intéressant parce que tu parles... Micro-agression digestive, j'appelle. Ah, vraiment? Oui, Oh. les micros. Alors, tu viens de parler de micro-agression, viens de parler de toilettes non genrées. Dans le spectacle, à un moment donné, tu parles du fameux médecin là, qui avait mégenré une madame devenue un monsieur qui voulait pas se faire appeler madame. Tu parles d'Israël. Il y a des collègues au Journal de Montréal qui appellent ça des sujets polarisants. Et en particulier, ils ont remarqué ta blague sur la COVID et les origines de la COVID qui étaient bel et bien sorties dans le laboratoire quand même. Il y a un rapport quand même là-dessus. En fait, c'est un peu ironique que des gens qui se sont fait traiter de complotistes pour avoir parlé du fameux laboratoire, aujourd'hui, il y a quand même des rapports du Congrès américain qui tendent à valider ça. C'est quand même assez spécial comme pour un humoriste. Ben, je pense qu'il faut prendre des risques éclairés puis avoir le courage de ce qu'on voit. Tu sais, si on voit quelque chose puis on le ressent puis on dit bon, ben, ça me semble c'est le rôle de l'artiste de trouver une façon selon son art de le faire. Moi, c'est ma job, c'est de même que je la vois, en tout cas, là, puis c'est de même que je l'explique à mes enfants, là, sans dire je suis qui, j'ai des enfants, mais j'explique mon métier comme ça. Et puis plus le sujet fait peur aux autres humoristes, moins il est traité, donc plus, à la limite, c'est facile de trouver un bon angle, parce que si tout le monde a peur de le traiter, il est moins traité, donc il reste nouveau. C'est ça qui est complexe aussi avec le bye-bye, là, tu sais, puis j'en reviens souvent au bye-bye. Le bye-bye, c'est le dernier show de l'année. Toutes les jokes, normalement, ont été faites. Ouais. C'est très dur de faire quelque chose d'original quand tous les sujets ont été remâchés. Fait que moi, j'ai fait un exercice qui est à la limite plus facile parce que j'ai pris des sujets dont je sais pas pourquoi les gens ont peur de parler. Mais ils ont l'avantage de ne pas avoir été traités abondamment. Donc, j'arrive sur un territoire où c'est peut-être plus facile pour moi d'être original. En tout cas, oui, il y a un risque de polariser. Puis c'est sûr que j'ai un paquet de jokes qui vont pas dans le sens que les gens voyaient la réalité. Mais c'est pas la même chose que de pas respecter les gens, c'est pas être méchant. Ça, c'est juste dire... Hey, gars, il va falloir, quand tu viens en société, il faut avoir faut pas s'attendre que quelqu'un va voir les choses de la même façon tout le temps. C'est impossible, puis c'est très malsain de penser que ça va arriver. Alors, je sais pas si t'es beaucoup que tu te tiens au courant, mettons, sur les médias sociaux, mais il y a une dame, je pense que c'est une dame, j'espère que je vais pas la mégenrer, sur Internet qui a pondu, écoute, 3 pages, là, ça finit plus. Elle fait toute une analyse de ton spectacle, toi. Écoute, point par point. Puis là, ça finit, évidemment... T'es une mauvaise personne. Ça va finir parce que je suis une mauvaise personne. Mais t'es une mauvaise personne. Mais c'est parce que t'es d'extrême droite, comprends-tu? Ah, OK. T'es d'extrême droite. Fait que qu'est-ce que tu réponds à la madame, qui est peut-être un monsieur, peut-être une madame, peut-être une personne non-binaire, je sais pas, qui te traite d'extrême droite, Martin? Est-ce que ça te fait... en fait, humoriste masqué. Je pense que c'est important. Moi, je trouve ça le plus important, c'est de souhaiter une bonne année 2025. J'y souhaite énormément de bonheur. Puis... Si moi, je suis la pire personne sur Terre, je pense que la Terre va quand même bien se porter. Ouais. Si c'est moi la pire personne sur Terre, je pense qu'on va vivre une belle année 2025. Ben, d'autant plus que tu vas être en spectacle beaucoup en 2025 avec ton... Oui, avec je fais la première partie de Martin Petit dans un spectacle qui s'appelle Un monde meilleur. Fait que je pense que cette personne-là, elle aimerait... Je pense si elle n'aime pas l'humoriste masqué, elle va adorer Martin Petit. Ouais. Je peux pas t'avoir aujourd'hui, Martin, sans te parler d'un anniversaire extrêmement important parce que ça va faire 10 ans qu'il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo. Toi, aujourd'hui, janvier 2025, t'es toujours Charlie? Ben, écoute, Martin Petit m'a raconté une anecdote par rapport à ça. Alors, je vais la raconter du mieux que je peux, de mon souvenir. C'est qu'il y avait à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Les Pêcheurs. Ouais. Puis Martin Petit avait écrit un épisode où un humoriste
a fait une blague sur Mahomet et il est obligé d'être suivi par des bodyguards suite à sa blague. Fait que quand Martin Petit a présenté le scénario avant les fêtes à son producteur puis l'équipe de production, tous les scénarios ont été présentés, mais celui-là, il a accroché, puis il y a des gens qui ont dit « Ouais, cette histoire-là est pas très réaliste. » Non. Et Martin Petit avait dit « Non, je pense pas. » Je dis « Les gens de Charlie Hebdo sont actuellement surveillés, puis la prochaine chose qui risque d'arriver, c'est que quelqu'un rentre là avec des AK-47 et tire tout le monde. 3 semaines, jour pour jour, avant les attentats de Charlie Hebdo. » Fait que c'est très troublant comme d'avoir vu ça dans sa tête, d'avoir imaginé que ça allait arriver, puis de dire c'est probablement ça qui va arriver parce qu'on ne prend pas ça au sérieux, puis 3 semaines après, ben il fallait réécrire l'épisode parce que ça venait d'arriver pour vrai, puis là c'était plus drôle. Fait que là, il y a un autre épisode des Pêcheurs qui a été écrit pour remplacer cet épisode-là. C'est incroyable. Humoriste masqué, quand tu verras Martin Petit, tu lui diras de ma part que c'est une anecdote qui est extrêmement troublante et qui en dit très long. Mais sur... j'en profite pour dire que l'humoriste masqué part un podcast et il a choisi de parler du livre Où sont les femmes de Sophie Durocher, et le podcast, l'humoriste masqué a passé toute la matinée à essayer de le mettre sur YouTube sans faire d'erreur. Puis c'est arrivé comme 2 minutes avant la mise en onde. Non! Alors sur YouTube, les gens peuvent aller voir le podcast. Normalement, là c'était 2 minutes avant la mise en onde, j'ai pas survérifié. Mais c'est clairement, là, il y a un bel entretien. On parle de cet excellent livre-là. On parle de la situation des femmes et des hommes en 2025. Je trouve ça très pertinent. Fait que je plug ton livre. C'est tout le temps gênant comme animateur de plugger ses affaires. Fait que je me gêne pas. C'est excellent. Bravo. Merci d'avoir écrit ça. Ben, écoute, merci à Humoriste masqué, merci Martin Petit et merci de ton scoop. Donc, il y aura d'autres. Bye bye. Cybèle, les gens réagissent à oui, déjà, les gens adorent ce que vous avez fait, Martin Petit, mais c'est surtout parce qu'il y a Kelly de Montréal, entre autres, qui nous demande, mais c'est où qu'on peut l'écouter si jamais il y a des gens qui nous cherchent comme ça rapidement, à savoir où on peut aller voir le Bye Bye de Martin Petit facilement, ça sur YouTube, Bye Bye 2024 de Martin Petit, vous allez le trouver, ou sur le X de Martin Petit également. Ça se trouve très facilement. Il y a des extraits sur X, sur TikTok, sur Facebook, puis l'entièreté sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Martin, humoriste, merci, et tous les autres. Je vous souhaite une excellente année à vous aussi. Hein, merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On a appris, vous le savez maintenant, avec beaucoup de tristesse au cours des dernières heures, le décès du comédien Julien Poulin. Bien sûr, Elvis Gratton, mais tellement plus qu'Elvis Gratton. Et il y a beaucoup de gens dans la communauté artistique qui ont réagi. Moi, j'ai été particulièrement touchée sur la page Facebook du comédien et humoriste Mario Jean, des très bons mots qu'il a eu pour Julien Poulin. On a décidé justement de parler à Mario. Bonjour Mario. Allô? Bonjour Mario. Allô? Oui? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Oui. Bon, alors je vous entends. Voilà. Bon, parfait. Mario, c'est très touchant ce que tu as écrit à propos de Julien Poulin. Tu as joué avec lui dans Les Belles Histoires des Pays d'en haut et dans Léo. Quel souvenir tu gardes de lui, professionnel et personnel? C'est surtout personnel. C'est surtout personnel parce que des souvenirs professionnels, on en a tous. On sait tous que c'est un comédien extraordinaire. On a vu tout ce qu'il a fait de Elvis Gratton aller jusqu'à justement dans Léo. J'ai pas inventé son talent puis ce qu'il faisait comme comédien. Mais moi, ce que j'appréciais davantage de ce gars-là, c'est l'homme. Comment il était gentil, comment il était sympathique, comment il était humble, et parce que on est comédien, je sais pas, 99,9% de notre vie, mais le reste du temps, on est des vraies personnes, on est des humains. Et lui, comme on le côtoyait sur les plateaux, tout ça,
Il était d'une gentillesse et d'une intelligence aussi particulière. Et on se sentait important avec lui. C'est bizarre à dire, dit, mais... Ça. Non, mais c'est beau. Oui, parce qu'il y a des fois des gens, quand tu leur parles, t'as l'impression que il n'y a que toi qui existe au monde. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu quelqu'un comme ça, Julien? C'est un petit peu ça, et il nous écoutait. On avait l'impression qu'il s'intéressait premièrement à nous autres. Moi, il me demandait toujours, t'es toujours content de me voir au début, comment ça va? Et es-tu toujours en spectacle? Comment ça va? T'as des enfants, comment est-ce qu'ils vont? Et dans l'interaction, tu sentais qu'il écoutait. Tu sentais qu'il était tout là. Et que quand il y a quelque chose qui ne saisissait pas, il passait pas par-dessus. Quoi? Qu'est-ce que... Ah oui. Donc, c'était un échange vrai, un direct. Puis moi, c'est ce que j'appréciais de ce gars-là. Il était agréable à côtoyer. Sur un plateau de tournage, on attend énormément. Fait que c'est l'art de se trouver un bon siège. Et quand on se trouvait une place à côté ou pas loin de Julien, c'était toujours bien agréable, bien le fun. Alors, sur ton témoignage... Oui, non, vas-y, Mario. Puis c'était quelqu'un de tellement humble, malgré tout ce qu'il a fait. Il était d'une humilité. J'ai un exemple, je me rappelle sur les Pays d'en haut, où on est assis, une gang de comédiens, puis on attend, puis et lui arrive, son heure de convocation est un peu plus tard, il arrive, et bonjour tout le monde, papa, et je vais aller m'asseoir dans un petit coin, là, pour pas déranger. Mais Julien, t'as une loge, tu peux aller dans ta loge. Oh non, j'ai sûrement pas de loge, je vais aller juste... Ben oui, t'as une loge pour toi. On avait chacun une loge attitrée à nous autres, mais pour lui, c'était... Non, ils ont dû je vais aller juste me changer là, je vais être correct, là. Il voulait pas déranger, il avait aucune conscience de son rang, si je mets entre guillemets, là, que ce gars-là pouvait avoir, dû à son rang, dû à sa qualité de comédien, à son expérience et à son âge aussi. Non, lui, il passait par-dessus ça, il se sentait comme, on dirait, privilégié d'être comédien, puis de jouer, puis d'être avec nous autres. Mais ça, c'est important parce que des fois, le mot privilège est galvaudé puis est utilisé de toutes sortes de façons. Mais c'est vrai que c'est un privilège. Tu sais, c'est comme vous êtes les élus d'une certaine façon. Et j'adore l'anecdote de l'affaire de la loge parce que lui, il disait, moi, je suis pas un VIP, là, je suis comme tout le monde, je suis comme tous les autres comédiens. J'adore ça. Mais je note dans ta page Facebook, Mario, tu dis quelqu'un qui avait des valeurs sociales incomparables. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Ben oui, on le sait, hein, on sait qu'il était impliqué politiquement, puis mais c'était pas un trip personnel non plus. Lui, il croyait au Québec, il croyait à la société québécoise, mais il voulait surtout pour le monde. Dans son œuvre, de ce qu'il a fait aussi, avec Falardeau et tout ça, c'était pour dénoncer très souvent des inégalités sociales, puis des injustices et des trucs comme ça. C'est ça, je pense, moi, qui est une belle valeur. Il voulait pas devenir premier ministre du Québec dans un Québec souverain. Lui, là, c'était pas son trip. C'était juste que les gens en aient... être quoi à manger, être quoi à vivre, être quoi être heureux, puis c'était ça son dada, là, tu sais, c'est ce qui mettait de l'avant. Donc, il s'impliquait beaucoup dans ses causes. Des fois, peut-être un peu trop, il s'est fait avoir peut-être une couple de fois, et puis, mais il était fondamentalement, il croyait en tout ça, tu sais, en la justice sociale et tout ça. C'est admirable aussi, ça. Moi, ça m'inspirait beaucoup. Moi, tu sais ce qui m'inspire, Mario, au cours des 24 dernières heures, depuis qu'on sait que Julien Poulin est parti, c'est de voir à quel point les Québécois, on a beau dire, tu sais, les gens, ils regardent pas la télé, puis regardent moins la télé qu'avant, puis quand les films, puis tout ça. Hey, les Québécois sont tellement touchés de la disparition de Julien Poulin, qui a joué dans des séries et des films qui ont marqué l'histoire de la culture québécoise. Évidemment, on pense à Elvis Gratton et aux autres films de Pierre Falardeau, mais tu sais, les belles histoires des Pays d'en haut, les Québécois se sont retrouvés dans cette série-là. C'est une série qui fait partie de notre ADN, de notre terroir, de notre histoire.
territoire. La série Léo, c'est une série qui se passe en région, dans un milieu agricole, en dehors des grands centres. Puis c'est une série qui est profondément amoureuse du Québec. Puis je trouve que c'est pas un hasard que Julien soit impliqué dans ces projets-là. Ben, c'était en plein son image. Et, tu sais, Elvis Gratton, c'était un peu nous autres, malgré ce qu'on en pense. C'était nous autres, tu sais. Je veux dire, il représentait un peu ce que le peuple québécois était à ce moment-là. Quand ça a sorti, il faut se rappeler une chose, là. Moi, j'écoutais ça à la télé où Tannant, il y avait des concours d'imitateurs d'Elvis. Puis on tripait là-dessus. Puis on se demandait, hey, il est-tu bon, là? Lui, il est mieux. Lui, il ressemble moins. Lui, c'est ça qu'il a fait, lui, tu sais. Ben, il a pas pris ça dans les airs, il a pris ça, c'était nous autres, ça, là. Quand je le vois en Elvis Gratton essayer d'ouvrir sa chaise longue sur la plage, je me vois. D'ailleurs, je me vois. C'est comme... Donc, c'est le reflet de ce qu'on était aussi, même si on n'a pas à être fier nécessairement de ça. C'était ça aussi à cette époque-là. Puis, d'un pays d'en haut, effectivement, il faisait le père à Donalda, puis c'est une série. Moi, j'ai été fier de jouer là-dedans parce que ça a été écrit à la radio, à la télé, refait encore à la télé, puis là, refait par nous autres. Donc, c'est depuis 100 ans qu'on se raconte cette histoire-là. Fait que c'est une série qui a marqué. Écoute, ma collègue Cybèle Olivier, il y a des gens qui ont réagi. Ben oui, ça résonne beaucoup ce que vous dites, Mario-Jean, parce qu'il y a le côté, vous dites que ça résonnait avec les jeunes dans le temps, mais ça résonne aussi avec les jeunes d'aujourd'hui. Puis vous venez de parler des concours d'Elvis. J'entendais plus tôt ce matin à la radio quelqu'un qui racontait une anecdote en disant que des fois, Julien Poulin se présentait en Elvis Gratton, par exemple au Café Campus, parce que bon, il arrondissait un peu les fins de mois, c'est ce que j'ai pu comprendre à ce moment-là. Et les jeunes allaient le voir, les jeunes que c'était pas de leur époque, qu'elle allait voir, hey, Monsieur Gratton, tu sais, Elvis Gratton, on vous a aimé. Et j'ai 2 commentaires à vous lire par rapport à ça. C'est les gens qui nous écrivent. Bon, le premier, c'est quelqu'un qui nous dit, j'ai un beau souvenir de Monsieur un beau souvenir de Monsieur Poulain. J'écoutais la télésérie Robin et Stella, une émission colorée et respectueuse des jeunes, un grand comédien. Et un autre aussi qui fait un peu plus écho à ce que ça a apporté aux jeunes. C'est Camille de Montréal qui dit, Jean-Philippe, tu peux l'afficher aussi. Elle dit, du haut de mes petits 25 ans, Elvis Gratton, c'était un des plus vieux et beaux souvenirs de la culture québécoise. Mes parents m'ont montré Elvis en riant sans arrêt sur son sketch du beurre tabarnak. Tu sais, qu'est-ce que vous mettez sur vos toasts, tabarnak, de la merde, ça, c'était, tout le monde, on l'a ri. Puis elle dit, on dit souvent que les jeunes se lassent de la culture, mais si chaque parent montrait au moins un coup de cœur à leur enfant, notre culture vivrait autant que Julien Poulin. Ah, c'est tellement vrai, puis c'est le fun de voir des gens de 25 ans qui connaissent puis qui aiment la culture québécoise. C'est vraiment absolument charmant. Merci beaucoup, Mario, d'être venu témoigner pour ton ami et nos condoléances, évidemment, aux proches et à la famille de Julien. Absolument. On a perdu quelqu'un de bien. Un bon Québécois qu'on a perdu. Absolument. Voilà. Puis Mario, dans un autre ordre d'idée, t'es encore en tournée avec le Père Noël est une ordure. T'es absolument fabuleux là-dedans. Je t'ai vu sur scène. Et ton propre spectacle aussi en tournée, Les Imparfaits Bonheurs. Absolument. Donc, allez voir sur le site de Mario Jean. Vous allez voir toutes les dates de spectacle. Merci. Je t'embrasse, Mario. C'est gentil. Merci à vous autres. Bye-bye. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Il y a plein de gens qui font des résolutions au début du mois de janvier. On s'en reparlera au mois de décembre, voir si vous les avez tenues. Et les résolutions qui reviennent le plus souvent, c'est évidemment, ça a trait à notre apparence physique puis notre alimentation. On va parler de tout ça avec Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition. Bonjour Isabelle. Allô Sophie. T'es donc bien belle, ta peau est rayonnante, tu es magnifique. Oh mon Dieu, c'est bien gentil. Ben écoute, j'arrive d'un voyage en Inde, donc mes premières vacances depuis 2 ans, fait que peut-être que ça me fait du bien. Mais est-ce que tu as fait un traitement Ayurveda là-bas ou quelque chose? Ta peau est magnifique. Ah, mon Dieu, c'est vrai! Écoute, non, pas du tout, mais j'étais vraiment dans le coin, j'étais dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, donc c'est vraiment là où on pratique énormément de yoga, mais le yoga et moi, ça fait pas bon ménage, je suis pas très souple, pas très bonne et j'abandonne assez rapidement. Bon, alors, mais par contre, les résolutions, faut pas les abandonner. Non.
Parce que 68% des Québécois les abandonnent, puis les raisons qui sont mentionnées, le manque de motivation, le manque de temps, souvent des objectifs qui sont pas réalistes, trop de résolutions en même temps, puis de pas voir les progrès des résolutions. Donc, c'est vraiment ça qui est mentionné. Et puis, j'ai des trucs pour vous en rafale, parce qu'on a 5 minutes ensemble pour passer nos petits trucs. Bon, alors on va commencer par le numéro 1, des objectifs qui sont réalistes. Comment on fait pour savoir si c'est réaliste ou pas? Écoute, moi, en clinique, pendant 30 ans, j'ai combien de fois vu des gens venir me voir puis dire, Isabelle, moi, j'aimerais ça peser genre 120 livres. Je dis, oui, mais à quel âge je pesais 120 livres? Autour de 15-16 ans, je pesais 120 livres. Oui, c'est ça. Puis là, ménopause, 3 enfants. Fait qu'un objectif réaliste, parce que perte de poids, là, il y a quand même à peu près 28% des Québécois, selon les dernières données, qui aimeraient perdre du poids. Un objectif réaliste, là, ça serait 5 à 10% du poids corporel sur l'année. C'est-à-dire, par exemple, si je pèse 200 livres, de se dire, je vais perdre 10 à 20 livres sur l'année. Ça, c'est pour moi, c'est réaliste. OK. Alors, moi, je pèse en ce moment 188. Et là. Donc, 18 livres pendant l'année. Bon. Donc, mettons 2 livres par mois. Oui. Oui, c'est bon, ça. Un peu moins, évidemment, de 2 livres par mois. Oui. Ça, c'est vraiment réaliste. Bon. Ce sont puis beaucoup plus de chances de réussir, perdurer dans l'atteinte de l'objectif. Donc, d'y aller comme ça. Puis on sait qu'à 5 à 10% de perte de poids, on a déjà un impact significatif sur sa santé, sur sa glycémie, sa tension artérielle, son cholestérol. Donc, je pense que ça se fait bien, puis on n'est pas trop dans la privation. Exemple aussi, dire, je veux faire plus d'exercice, qui est la deuxième résolution qui est la plus fréquemment adoptée. Là, faire plus d'exercice, au lieu de dire, je vais aller au gym 5 fois par semaine, pourquoi ne pas dire, je vais faire 2 séances par semaine. Ça, c'est beaucoup plus réaliste. On est capable de trouver du temps pour intégrer 30 à 45 minutes 2 fois semaine. Puis, une fois l'objectif atteint, on peut y aller sur une prochaine étape d'augmenter la fréquence à 3 fois par semaine, par exemple. Mais de pas commencer à 5, puis après ça, d'être frustré, puis de dire, on va passer de 5 à 0. Oui. On commence à 2, puis on peut en rajouter. J'adore, c'est un excellent conseil. D'ailleurs, il y a ma collègue Cybèle Olivier qui avait une question justement pour les auditeurs, parce que des fois, les gens sont comme tannés des résolutions. On dirait que des fois, tu prends des résolutions juste parce que tu sais que tu vas te faire poser la question. Là, t'arrives à la fin des vacances et c'est quoi mes résolutions? Il va falloir que je réponde aux questions. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on est pour ou contre les résolutions? Est-ce qu'on se met une espèce de pression sociale? Donc, si vous voulez répondre, on va lire vos commentaires dès demain à l'émission de Sophie, le 1-877-827-2346. Écrivez-nous, êtes-vous pas ou contre les résolutions? Es-tu tanné de ça ou non? Studio à Cube Radio, si vous voulez nous dire ce que vous pensez des résolutions. Puis on vous donne jusqu'à demain matin, parce que peut-être que la résolution que vous avez prise, c'est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez jusqu'à demain pour nous répondre. Mais moi, j'aime beaucoup aussi quand tu nous suggères de miser sur nos réussites passées. C'est vrai que des fois, on a tendance à se taper sur le coco en disant « je suis pas capable, je suis pas capable ». Oui, mais voyons le positif. On a déjà réussi telle affaire. Donc, le passé peut être garant de l'avenir. Exactement. Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé? Puis est-ce que je suis capable de reproduire ces conditions-là gagnantes? Par exemple, est-ce que c'est le fait d'avoir une collègue au bureau qui embarque avec moi? Comme ça, on mange chanter ensemble le midi. Est-ce que c'est le fait d'impliquer la famille? Peu importe ce qui a fonctionné, d'essayer de répliquer ce comportement-là. Puis comme tu dis, souvent, on est très, très dur envers soi. Ça marche pas, on abandonne rapidement. On est trop sévère. Fait comme ça, c'est une belle façon d'être plus doux envers soi, puis de se dire, j'ai été capable, je suis capable encore pour un nouvel objectif. Moi, tu sais quoi? Si je prenais une résolution, ce serait ça. J'aime beaucoup, tu viens de dire, d'être plus doux envers soi. On peut-tu faire ça en 2025, au-delà de tous les détails? Puis tu sais, tu peux nous donner plein d'autres idées. Oui, tout à fait. Mais je pense, on se connaît assez, Isabelle, toi et moi. Je pense que c'est peut-être ça qu'on devrait prendre comme résolution. La bienveillance. Oui, parce que la bienveillance, dans tous les domaines, ça s'applique. De bouger pour le plaisir, de bien manger pour le plaisir, de pas... Moi, j'ai tellement vu en clinique des gens qui disaient « Ah, ça a mal été, j'ai mal mangé. » Mais qu'est-ce que vous avez fait de bien? De mettre l'accent sur les choses bien qu'on fait. Puis je pense juste de passer 20-25 comme ça, c'est déjà... on est déjà dans la bonne direction, là.
Absolument. J'aime aussi beaucoup l'idée de décortiquer, de dire, ça nous apparaît comme une montagne, mais on le découpe en petites tâches ou en petits objectifs. C'est plus réaliste comme ça. Alors, j'adore tes résolutions. Merci beaucoup, Isabelle Huot. À bientôt. Bonne année. Merci beaucoup, puis on se retrouve lundi prochain. Merci beaucoup, Avec Isabelle. plaisir. Alors, moi, je veux en profiter pour remercier les membres de l'équipe. Hugo Veilleux, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Plus que ça, peut-être, 30 ans. Mettons que ça fait 30 ans qu'on se connaît. Hugo Veilleux, qui est maintenant journaliste à la recherche pour cette émission. C'est un immense plaisir de travailler avec lui. Alors, Hugo, bienvenue dans l'équipe. Il va être avec nous pour toute l'année 2025. Merci à Jean-Philippe Leroux, qui est pas juste, il est à la régie ici, il est réalisateur. En plus, il est comédien. Dans quelle série tu joues cette année, Jean-Philippe? On l'a vu dans Stat à un moment donné. Oui, on l'a vu dans Stat. Indéfendable, Stat. Écoute, il joue dans toutes les grosses séries. Une vedette. Et Cybèle Olivier. L'autre vedette. Une belle collaboration. On va te retrouver tous les jours. J'ai des hâte de vous retrouver demain. Merci beaucoup.